Pour commencer cette troisième conversation, Jean Tabliski, je vais vous demander d'en justifier le titre. Car nous avons d'abord, dans une première émission, parlé de la diversité du vivant. Et puis, au cours de la seconde, nous avons vu que cette diversité, en fait, recouvrait une unité plus profonde, notamment dans les composants, les structures et le mode de fonctionnement des êtres vivants. Or, aujourd'hui, vous nous proposez comme titre unité et diversité. Alors, pourquoi revenir sur ces deux notions, surtout en les associant? Bien, pour la simple raison qu'il y a une base commune à ces deux caractères essentiels des êtres vivants, unité et diversité, et que cette base commune se situe au niveau moléculaire et essentiellement au niveau de la multiplication, pour employer un terme qui n'est pas tout à fait juste mais qui fait image, de la multiplication des molécules qui sont le support de l'information génétique, c'est-à-dire des molécules d'acide désoxyribonucléique. Si je comprends bien, l'unité et la diversité vont apparaître à partir du moment où on va considérer de plus près le support chimique du matériel héréditaire. C'est exact. Est-ce qu'on peut l'aborder maintenant? Et si j'ose dire, d'abord d'un point de vue anatomique, c'est-à-dire les constituants et leur situation les uns à côté des autres dans l'espace. Bien, alors je vais essayer. Quel que soit le type d'organisme auquel on s'intéresse, la structure du matériel héréditaire est fondamentalement la même. Le matériel héréditaire est formé par l'agencement de 4 constituants que l'on appelle donc l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ces 4 constituants réunis à de très nombreux exemplaires formant les molécules d'acide désoxyribonucléique. Je parlerai tout à l'heure peut-être des constituants qui forment les acides ribonucléiques. Pour l'instant, restons-en aux acides désoxyribonucléiques. Ces acides désoxyribonucléiques, ADN ou DNA, encore une fois, sont sous la forme de 2 chaînes, de 2 brins, qui sont enroulés l'une par rapport à l'autre pour former une double hélice. C'est la fameuse double hélice décrite par Watson et Crick déjà en 1953. Mais ce qui est essentiel dans cette structure, c'est le point suivant. Lorsque sur une des chaînes, il y a de l'adénine, A pour abréger, sur l'autre chaîne, juste en face, il y a de la thymine, T. Lorsque sur l'une des chaînes, il y a de la guanine, G, sur l'autre chaîne, il y a de la cytosine, C. Autrement dit, il y a une complémentarité extrêmement précise entre les 2 chaînes. Si votre message est écrit sur une des chaînes d'une certaine façon, l'autre chaîne porte le message complémentaire. Si par exemple sur une des chaînes, vous avez ce suivant, A, T, T, C, G, C, A, etc. Sur l'autre, vous aurez juste en face de A, T, puis A, G, C, G, T, etc. Il y a donc, et c'est ça le point essentiel, il y a donc une complémentarité entre les 2 chaînes de base nucléique. Alors il y a toujours A en face de T et toujours G en face de C. Exactement. C'est ça le caractère essentiel et c'est ça finalement qui va permettre de comprendre l'unité et la diversité. Lorsque une cellule va se diviser, avant qu'elle ne se divise, il y a une synthèse d'acide désoxyribonucléique. Et cette synthèse se fait de la façon suivante. L'un des brins va servir de modèle pour la synthèse d'une chaîne complémentaire. Chacun des brins sert de modèle pour la synthèse d'une chaîne complémentaire. Si je peux reprendre l'exemple. Sur la chaîne qui est du type A, T, T, C, G, va se construire une chaîne qui sera du type T, A, G, C. Sur la chaîne parentale qui est du type T, A, G, C,
va se construire une chaîne A, T, T, C, G. C'est-à-dire qu'il se construit à ce moment-là 2 fois la double hélice qui se trouve être parfaitement identique l'une à l'autre. Exactement. De sorte que le message qui va être transmis aux cellules filles sera identique à celui qu'il était chez la cellule mère, et ces messages des cellules filles seront identiques entre eux. C'est ce qu'on appelle un système de reproduction semi-conservatif, parce que chaque cellule fille reçoit sous forme de double hélice une hélice parentale ancienne à laquelle s'est accolée une hélice nouvellement formée, mais qui est identique à l'autre. Ceci donc rend compte de ce que l'on appelle l'hérédité conforme du matériel héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a transmission du même message de la cellule mère aux cellules filles. Celles-ci, à leur tour, se divisant, vont voir s'opérer les mêmes processus, de sorte que dans toute la lignée qui dirige une cellule donnée, toutes les cellules filles auront, sauf changement, sur lequel nous reviendrons, auront le même message héréditaire, la même information génétique. Cette hérédité conforme, elle opère aussi lorsqu'il y a un changement qui va s'effectuer au niveau d'une des lettres, d'une des bases qui constitue l'acide désoxyribonucléique. Tout à l'heure, on est parti d'une chaîne où on commençait par A, T, T, C, G, C. Supposons que le deuxième T de la chaîne A, T, T soit remplacé par un G. La nouvelle chaîne qui va être formée en complément de la chaîne modifiée, au lieu d'être T, A, etc., sera T, A, C. Et par conséquent, la nouvelle double hélice ainsi formée sera différente de ce qu'était la double hélice fille. Alors, le système de reproduction semi-conservative assure donc que toute modification se situant au niveau du DNA va se trouver transmis aux cellules filles. C'est un peu, si vous voulez, comme lorsqu'on fait une faute de frappe sur un stencil. Toutes les copies qui sortent du stencil ont le même message modifié que la copie originelle. Ce à quoi vous faites allusion, c'est ce qu'on appelle habituellement des mutations. Est-ce que ce sont des phénomènes rares ou fréquents? Est-ce qu'ils se produisent isolément? Ou est-ce qu'il y a d'abord aussi plusieurs types de mutations? Oui, il peut y avoir plusieurs types de mutations. Si plusieurs bases sont modifiées, si certaines sont perdues, si d'autres se trouvent ajoutées. Le système de reproduction dont il vient d'être question assure que ces modifications seront transmises à la descendance. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle des mutations. Alors, ces mutations, elles peuvent être, comme on dit, spontanées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'on n'en connaît pas l'origine, soit qu'on n'a pas d'idée claire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au cours de la synthèse des molécules filles de DNA, les enzymes qui sont responsables de ces synthèses peuvent commettre des erreurs. Comme dans tout phénomène biologique, il y a des erreurs qui peuvent se produire. Ces erreurs, elles peuvent ou non être réparées. Si elles sont réparées, on ne les voit pas apparaître, il n'y a pas de mutation. Si elles ne sont pas réparées, on voit apparaître des mutations. Le deuxième processus, ce sont ce qu'on appelle les mutations provoquées. Alors, les mutations provoquées peuvent l'être par des rayonnements ionisants, comme les rayons X par exemple, ou par de très nombreuses substances chimiques qui, se complexant ou se liant aux molécules qui forment le message héréditaire, les modifient, les transforment en d'autres molécules, transformant un T en un A par exemple, ou un G en un A, et par conséquent peuvent être à l'origine de mutations. L'essentiel, c'est que ces mutations surviennent parfaitement au hasard. C'est ce qu'on appelle le caractère. Elles ont un caractère parfaitement aléatoire. Nul ne peut prévoir, lorsqu'on expérimente, nul ne peut prévoir le type de mutation que l'on va déceler soit spontanément, soit après induction. Seul le hasard règne dans ce domaine. La seule restriction à cette notion, c'est qu'il est devenu depuis peu d'années possible
de produire de façon dirigée une mutation donnée dans un de ces éléments que l'on appelle les gènes, c'est-à-dire des segments de DNA, par des moyens chimiques. Mais d'une façon générale, les mutations qui se produisent dans la nature sont des mutations qui se produisent au hasard. Alors l'intérêt de ces mutations, si je puis dire, c'est qu'elles sont à l'origine de la diversité. Ce sont elles qui constituent ce qu'on peut appeler les pièces du jeu de l'évolution. C'est à partir de là que l'évolution a pu fonctionner. On pourrait effectivement envisager un monde qui serait très monotone, où aucune mutation n'apparaîtrait. Ce monde n'existe pas. Dans le monde que nous connaissons, les organismes se sont différenciés les uns des autres, ils se sont diversifiés grâce au jeu des mutations. Alors, les mutations interviennent au niveau moléculaire, au niveau du DNA. Et ce sont les répercussions que l'on va voir apparaître au niveau des caractères des êtres vivants. Et ce sont sur ces caractères des êtres vivants que vont jouer les processus de sélection. Mais je pense que de cela, il sera question un peu plus tard, d'une façon plus détaillée. Et peut-être que si vous le voulez bien, je pourrais essayer de dire quelques mots sur ce qu'on sait de la façon dont le message héréditaire est en quelque sorte déchiffré, décrypté, traduit pour aboutir aux protéines et par conséquent aux caractères spécifiques des êtres vivants. Je voudrais simplement ajouter, avant d'y venir, un petit mot. Chez les organismes à reproduction sexuée, il faut être deux pour faire un bébé, un papa et une maman. Les seules mutations qui sont transmises à la descendance aux enfants, ce sont celles qui atteindront les cellules qui sont à l'origine du spermatozoïde ou de l'ovule. Les autres ne sont pas transmises aux générations successives. Il peut arriver, parce que toutes les cellules peuvent être sujettes à des mutations, tout le DNA, toutes les cellules peuvent être sujettes à des mutations, il peut arriver que des mutations affectent le programme génétique d'une cellule qui n'est pas une cellule germinale, une cellule précurseur des éléments reproducteurs. Dans ce cas, la mutation sera transmise aux cellules qui dérivent de celle-ci, mais pas aux descendants. Un exemple, si vous voulez, c'est celui dans l'espèce humaine des gens qui ont les yeux verrons. Ils ont un œil bleu et un œil brun. Eh bien, dans ce cas, c'est une mutation apparue dans une des cellules qui est à l'origine des cellules de l'iris, qui a fait que celle-ci faisait un pigment différent de l'autre, mais ce caractère n'est pas transmis aux enfants. On va revenir maintenant à la façon dont le message génétique peut être transmis, mais est-ce que le fait de savoir les raisons pour lesquelles telle base attire telle autre base ne serait pas aussi important, précisément pour comprendre la façon dont le message se transmet? Oui, en quelque sorte. Les raisons qui font qu'il y a toujours un A en face d'un T ou un G en face d'un C sont de deux ordres. Il y a d'abord des raisons de structure, d'encombrement des molécules. Les molécules d'adénine et de guanine sont plus grosses que les molécules de cytosine et de thymine. Et il se trouve que la double hélice a sur tout son parcours le même diamètre. Et que c'était une des raisons pour lesquelles Watson et Crick ont élaboré leur modèle de double hélice de cette façon, c'est que pour que le diamètre de la double hélice reste constant, et il l'est, quand on le mesure, il est nécessaire pour cela qu'il y ait un A en face d'un T et un G en face d'un C. Si vous avez un C en face d'un T, la distance est trop grande entre les deux molécules. Si vous avez un G en face d'un A, il n'y a plus de distance, les molécules se chevauchent. À ceci s'ajoute le fait que les molécules complémentaires sont appariées entre elles par des liaisons de faible énergie, des liaisons dites liaisons hydrogènes. Et le fait est qu'entre la structure telle qu'elle existe, permet au maximum de liaisons hydrogènes de s'établir entre les paires de bases. C'est ainsi qu'il y en a 3 entre la guanine et la cytosine et 2 entre l'adénine et la thymine. Donc 2 raisons, si vous voulez, 2 raisons d'ordre chimique, purement chimique, l'aspect stérique, l'aspect encombrement des molécules,
et l'aspect mise en place de liaisons de faible énergie qui maintiennent l'édifice, qui maintiennent la structure. Alors comment est-ce que le message, par conséquent, est maintenu et transmis? Maintenu et transmis, je crois qu'il faut s'entendre sur les termes. Le message, il peut être transmis de génération en génération, soit sous sa forme non modifiée, soit sous toute forme modifiée, par mutation, et on verra aussi peut-être par recombinaison entre des segments différents de l'ADN. Mais ce dont je voudrais parler maintenant, c'est non pas la façon dont le message est transmis, parce que, bon, une fois qu'on a dit qu'il y avait une replication du DNA et que ça passait aux cellules filles, je crois qu'on a dit l'essentiel, c'est de voir comment le message est déchiffré. C'est-à-dire comment on va passer d'un langage écrit dans un alphabet de 4 lettres, les 4 bases A, T, G, C, en un autre langage écrit dans un alphabet de 20 lettres, c'est-à-dire les 20 acides aminés dont il a été question il y a quelque temps, les 20 acides aminés qui forment les protéines. Alors je ne voudrais pas aller trop dans les détails, je voudrais essayer de donner juste l'essentiel du système. Le système de décryptage passe par l'intermédiaire d'une molécule que l'on appelle, c'est un acide ribonucléique. Un acide ribonucléique est un acide nucléique qui diffère de l'acide désoxyribonucléique sur 2 points. Tout d'abord, comme son nom l'indique, le sucre n'est pas le désoxyribose mais le ribose. En outre, on ne trouve jamais de thymine dans l'acide ribonucléique mais de l'uracile. Mais l'uracile joue le même rôle que joue la thymine dans l'acide désoxyribonucléique. Lorsque il va y avoir, lorsque le message doit être déchiffré, il y a synthèse, il y a production d'une molécule particulière qu'on appelle un acide ribonucléique messager. Acide ribonucléique messager qui est synthétisé sur la matrice fournie par l'un des brins, l'une des chaînes de la double hélice d'acide désoxyribonucléique. Alors là aussi, et les règles sont simples finalement, c'est toujours AT ou U, GC. Là aussi, il va y avoir synthèse d'une molécule dont la séquence, l'ordre dans lequel se trouvent les bases, va être le même finalement que celui qu'il y a dans le brin d'ADN correspondant, toujours les mêmes règles de complémentarité. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de A, T, T, C, G, C, A. Si c'est ce brin-là qui sert de modèle, de matrice, il y aura en face formation d'un acide ribonucléique messager qui sera U, A, G, C, etc. Donc le message est en quelque sorte transcrit. C'est d'ailleurs le terme qu'on utilise, c'est un phénomène de transcription, et il y a des enzymes qui interviennent à ce niveau-là. Une fois le message transcrit, il doit être traduit. Alors le problème qui s'est posé à nombre de chercheurs pendant quelques temps, c'était de savoir, c'était un problème un peu théorique, c'était de savoir comment on pouvait passer d'un alphabet comprenant 4 lettres à un alphabet comprenant 20 lettres. Et ce qui s'est révélé être exact, c'est que le message de l'acide ribonucléique messager, ou porté par l'acide ribonucléique messager, est lu par groupe de 3 bases et de 3 en 3. Alors si par exemple le message était du type U, A, G, C, G, U, etc., le premier acide aminé à être mis en place dans les structures qui sont responsables de la biosynthèse des protéines sera celui qui correspond à UAA. Le second sera celui qui correspond à GCG, etc. Ce qui fait que les acides aminés vont être mis en place sur les structures de biosynthèse, les uns à la suite des autres, d'une façon séquentielle, un par un, et en fonction de l'ordre dans lequel se trouvent les 3 bases UAA dans le premier cas, GCG dans le second. Alors il y a une petite complication à ce système qui est déjà un peu compliqué, c'est que la traduction ne se fait pas directement. Il est nécessaire en effet qu'interviennent des molécules qui jouent un peu le rôle de traducteur, c'est-à-dire qui connaissent les 2 langages. Ces molécules sont appelées des acides ribonucléiques de transfert,
et elles ont la remarquable propriété de se lier à un bout de la molécule à un acide aminé donné et de posséder à l'autre bout de la molécule un groupe de 3 bases qui est complémentaire d'un des groupes de 3 bases de l'ARN messager. De sorte que ce sont ces molécules d'ARN de transfert qui vont positionner au niveau de l'ARN messager les acides aminés les uns à la suite des autres. Une fois mis en place, lorsqu'un premier acide aminé puis un second sont mis en place, ils sont liés entre eux par l'intervention d'enzymes. Un troisième acide aminé est mis en place, une liaison s'effectue, et ainsi de suite. Et par conséquent, l'enchaînement des acides aminés va se faire de façon séquentielle, aboutissant à la biosynthèse d'une protéine. Et ce qui est essentiel, c'est que la place qui est occupée par chacun des acides aminés dans cette chaîne dépend de l'ordre dans lequel se trouvent les 3 bases correspondantes au niveau de l'ARN messager, dépend donc en définitive de l'information génétique qui se trouve au niveau du DNA. Tout ceci toujours par le système de complémentarité. Alors on aboutit ainsi à une protéine, une fois que la séquence, une fois que toutes les bases de l'ARN messager ont été lues, le système libère une protéine qui est déjà faite, c'est-à-dire que l'enchaînement des acides aminés est fait, les acides aminés sont mis en place, dans la bonne place, et il va rester à la protéine à adopter sa conformation, c'est-à-dire sa structure tridimensionnelle qui va lui conférer ses propriétés. À ce moment-là, à ce stade, il n'est pas nécessaire d'avoir une autre information que celle qui réside dans l'ordre dans lequel sont placés les acides aminés les uns par rapport aux autres. On en arrive ainsi à une conception extrêmement simple du fonctionnement essentiel, c'est que la mise en place d'un acide aminé parmi les 20 qui composent les protéines dépend de l'ordre dans lequel sont placées 3 des 4 bases qui constituent le message génétique. Et alors, si il arrive une mutation au hasard, comme vous disiez tout à l'heure, je présume que le processus de copie de reproduction n'est pas changé, et par conséquent, la transcription va être différente. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont les suivantes. Le message va être modifié, et par conséquent, l'ARN messager qui correspond à la partie correspondante va aussi être modifié. Et dans de très nombreux cas, il peut arriver que ce soit un autre acide aminé qui soit mis en place, à la place de celui qui se trouve normalement dans cette protéine. Alors, ceci peut avoir des conséquences extrêmement importantes et conduire même à la mort d'un individu. L'un des cas les plus clairs, mais il y en a beaucoup, est celui de l'hémoglobine des sujets qui sont atteints de ce qu'on appelle l'anémie à cellules en forme de faucille. Les globules rouges ont une forme de faucille parce que l'hémoglobine qui s'y trouve a des propriétés physico-chimiques différentes de l'hémoglobine normale. Ces propriétés physico-chimiques différentes viennent de la structure tridimensionnelle de la protéine, qui viennent à leur tour du fait qu'un seul acide aminé sur les 300 qui composent une chaîne d'hémoglobine, il y a plusieurs chaînes dans l'hémoglobine, qu'un seul acide aminé se trouve remplacé par un autre à une position stratégique, si vous voulez, de la molécule. Par conséquent, à petite cause, grands effets, c'est un problème que l'on verra un peu par la suite, c'est le problème de l'amplification qui se situe au niveau des systèmes biologiques, le remplacement de quelques atomes par quelques autres atomes, la modification de quelques atomes au niveau de la molécule de DNA peut se traduire par des manifestations extrêmement importantes et cette modification sera transmise à la descendance.